Bon, c'est plus François-Xavier que Pierre-Xavier. Je suis rédacteur en chef de manufacturing.fr. Manufacturing.fr, ça fait partie d'un petit groupe de presse professionnel qui édite notamment J'automatise, Cannes Magazine, etc. Vous avez des exemplaires sur les tables là-bas et vous pouvez aller voir manufacturing.fr à cette adresse-là où vous verrez que c'est une web TV qui parle d'industrie et de technologie et de, évidemment, révolution industrielle puisqu'on est en plein dedans. Comme les précédents intervenants l'ont indiqué, c'est un grand maelstrom dans lequel tout le monde est embarqué. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir qui va s'en sortir, effectivement, et est-ce que l'industrie française va s'en sortir. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'industrie française, c'est 12% du PIB, c'est très peu par rapport à ce qu'elle était autrefois. Et Bruno Le Maire dit, je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, il l'a dit, les prochaines puissances économiques seront d'abord des puissances industrielles. Alors la question, c'est est-ce que la France pourra être une puissance industrielle? Est-ce que la relance est possible? Mythe et réalité. Et pour ça, on a les intervenants qui ont été présentés tout de suite. Et puis on va commencer par Vincent Jonot, parce qu'il y a une qui, donc là, représente le Gimélec, qui est vice-président du Smart-up Industrie du Gimélec. C'est une des 4 organisations d'action du Gimélec. Justement, cette Smart-up Industrie a lancé avec le CIMOP une étude. Et alors, quels sont les résultats de cette étude? Alors effectivement, on a, au niveau des études, on est en train de lancer en fait la deuxième étude, parce que la première, elle date de 4 ans, c'était l'étude qu'on avait lancée avec le CIMOP et le cabinet Roland Berger, qui faisait un constat assez déprimant, puisque la France, en 10 ans, était passée de 18 à 12% du PIB au niveau de l'industrie. Et ça continuait à dégringoler. Dans cette étude, il y avait un certain nombre de préconisations. Je voyais Global Industries. C'est étonnant de voir Global Industries entre le CES de Las Vegas et Hanovre, mais ça fait plaisir parce qu'il y a encore quelques années, un gros salon industrie en France, on n'y croyait pas vraiment. Je pense que la première session de Smart Industry qu'on a faite, on était 2500. Et effectivement, donc, on a préconisé une vingtaine de mesures pour endiguer cette baisse de l'industrie française. Derrière, il y a des choses qui se sont faites. Il y a la création de l'Alliance pour l'industrie du futur, France Industrie, la mobilisation toujours exceptionnelle de la BPI, des régions, de l'État. Et on arrive à un moment donné où l'industrie française s'est stabilisée à 12% du PIB, ce qui est déjà un bel exploit. Et là, effectivement, on veut faire le bilan sur ces 4 ans. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait? Et surtout, comment passer à l'étape suivante? Comment reconquérir notre industrie en France? Comment relocaliser l'industrie française? Et là, on a effectivement défini une dizaine de pistes. Et alors, ces pistes? L'étude, on va la présenter dans le mois qui vient, effectivement, avec l'AIF, BPI, France Industrie et puis le MEDEF. Il y a plusieurs pistes, bien sûr. Il y en a 2 qui sont intéressantes. Déjà, la relocalisation. La relocalisation, on a vécu une grande masse de délocalisation. Aujourd'hui, effectivement, Grégorio nous en parlera certainement, l'Europe est un vecteur de relocalisation. Et la France, au sein de l'Europe, doit nous permettre de relocaliser. Alors on a 2 types de relocalisation. Celles qui sont liées à la consommation. Aujourd'hui, on consomme de manière personnalisée. Donc il faut produire de manière personnalisée. Le 4.0 est un élément vraiment absolument indispensable qui nous permet de le faire. Et l'autre point, c'est plutôt les productions de masse, stratégiques. Et là, dans les productions stratégiques, on en prend une, par exemple, ce sont les batteries. Les batteries, aujourd'hui et demain encore plus, vont devenir stratégiques avec la mobilité électrique. Et on a le plaisir, par l'Europe, d'avoir un gros projet en France de Greenfield sur la production de batteries avec un groupement dont Saft à la tête de ce groupement. Et ça, l'Europe est un vecteur de relocalisation. Après, à nous, au niveau industriel, sur cette transformation de la consommation, d'être en mesure de produire différemment et d'offrir des services. Et vous appelez aussi à la création d'une 13e filière industrielle? Alors j'ai arrêté de compter les filières. Hein. Moi j'ai lu au Conseil national de l'industrie qu'il y en avait 12. Oui. Alors 13e filière, ou en tout cas qu'il y a un thème qui est important, c'est-à-dire qu'effectivement pour produire, les industriels ont des machines, on l'a vu dans l'étude Roland Berger qui avait 20 ans d'âge.
Et là, aujourd'hui, on s'est amélioré. On est passé à 17 ans d'âge. Donc il y a un petit progrès. C'est ce qu'on avait vu avec la fabrique de l'industrie. Et néanmoins, ça reste des machines qui sont quand même très anciennes. Donc il faut renouveler le parc machine. Nos industriels, ils achètent quoi? Ils achètent avant tout des machines. Machines-outils, machines de production, robots, cobots, AGV. Et là, malheureusement, le renouveau de l'industrie française, s'il passe par l'investissement sur des machines de production, ce serait quand même dommage de demander à la BPI de financer de l'importation de machines. Et donc, aujourd'hui, on a 4000 constructeurs de machines français qui sont présents. Alors, souvent petits, moyens. Et c'est un élément clé. En Allemagne, la filière machine est la première filière allemande avec 135 milliards de valeur ajoutée. C'est énorme. En France, bon, on est effectivement beaucoup loin de là. Néanmoins, on se dit la filière machine, c'est la machine-outil, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est faux. Il y a la machine de production, il y a effectivement l'impression 3D, la fabrication additive, etc., etc. Et ça représente, si cette filière existait, 35 milliards de valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce serait la 3e filière française. Ouais. Et oui. Là, effectivement, ça nous permet de créer une offre française. Et donc, ça ferait bien la 13e. Enfin, bref. OK. Et alors, comment la BPI peut accompagner cette création de cette 13e filière? Comment vous, donc la BPI, qui apportez les soutiens financiers publics, qui apporter les financements publics aux entreprises, qui investissait dans les entreprises en tant qu'actionnaire, ou aussi qui soutenait l'assurance crédit, parce que vous avez repris le COFAS, donc vous êtes assureur crédit, et vous-même, Monsieur Rokowski, vous dirigez les opérations, c'est-à-dire que vous êtes le conseil aux entreprises. Donc, comment la BPI peut-elle accompagner le développement de cette 13e filière et donc de la relance industrielle? Alors effectivement, on a une filière qui est une filière transverse, un fait qui s'adresse à pas toutes les autres filières. Cette filière de la machine-outil en France, traditionnellement, elle est développée, mais surtout sur des secteurs de niche. Et Vincent Jonot le disait très, très bien tout à l'heure, ce sont plutôt des PME et des ETI plus que des grands groupes internationaux. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle qui vient renforcer le côté universel de ces machines fait que toutes ces entreprises-là peuvent potentiellement très vite pivoter et aller sur des segments de clientèle qui sont différents, aller à l'international et se développer très vite. Le principal frein de ces acteurs de la machine-outil aujourd'hui, c'est leur organisation, leur stratégie et leur vitesse, leur capacité à vendre et réadresser des marchés de façon très, très rapide et différente par rapport à ce qu'elles faisaient jusqu'à présent. Donc ça suppose une réelle gestion de leur propre transformation en matière d'adressage de marché, en matière de restaffing et de redimensionnement des équipes, et une couverture rapide de leur clientèle, parce que leur clientèle est très disséminée, et on est face à une clientèle de consommateurs, d'usines, qui ont besoin de comprendre ce qu'une machine-outil, même de niche, peut apporter à partir du moment où il y a de l'intelligence artificielle et où il y a de la connectivité entre les objets. Et donc, pour ces industriels de la machine de production, il faut aussi profiter de la dimension du leadership des éditeurs de logiciels français. Oui, absolument. C'est un fabricant de machines-outils qui n'intégrerait pas toutes ces technologies et qui ne se rapprocherait pas de cet écosystème des développeurs et des offreurs de solutions au sens intelligence artificielle, resterait cantonné à de la mécanique. Et ce n'est pas du tout ce dont les entreprises ont besoin. Ce n'est pas du tout aujourd'hui le besoin. Alors, Monsieur Gregorio, Monsieur Amiugo, Monsieur Gregorio Amiugo. Pardon, c'est pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, comment on prononce exactement? Ameyugo. Ameyugo. C'est un village de 51 personnes et autant de chèvres entre les Pays Basques espagnols et Castille. Oui. Et la Castille, voilà. Donc, vous êtes directeur adjoint du CEA List et directeur de l'innovation. Et vous dites que la relance industrielle
d'abord, elle passe par l'intelligence artificielle, d'une part, et d'autre part, au niveau européen et via les exportations. Alors, expliquez-nous ça. Tout à fait. Et je vais être un peu dur pour commencer. Ah ben, je vous en prie. Donc, pour provoquer un peu, je vais dire deux choses. D'abord, qu'est-ce qu'on a hérité et qu'est-ce qu'il faut construire? Donc, a priori, on a hérité des merveilles. Je sais qu'on est là parce qu'il faut faire des choses, mais on a encore l'Europe. C'est le premier exportateur à niveau mondial en produits, en services, process, manufacturing à forte valeur ajoutée. C'est le cas. En France, on a les meilleurs mathématiciens du monde. En IT, on est imbattable si on arrive à avoir des start-upers qui ne partent pas. Donc, a priori, on a plein de choses. Ça, on l'a hérité. Ça, c'est des choses qu'on a héritées. Donc, on a hérité ça d'un monde qui était peut-être pas plus simple, mais moins connecté, dans lequel la France pouvait se développer comme une puissance indépendante, l'Allemagne également. Et aujourd'hui, on parle de l'Europe. Et donc, ce qu'il faut, c'est arrêter de dessiner l'Europe sur des PowerPoint et faire face à un fait. Et c'est qu'on a d'un côté, comme vous l'avez montré tout à l'heure, il y a les États-Unis, de l'autre côté, il y a la Chine. Tous les deux sont bien unifiés. Tous les deux font des gros investissements. Il y en a un qui est plus centralisé que l'autre, mais on est en train de faire face à des gens qui sont très unis, alors que nous, on est très fragmentés. Donc, a priori, ce n'est pas un souci pour les grands industriels. Ils ont déjà une empreinte partout dans le monde. C'est un souci pour ces 99% des PME manufacturières, dont il y a 1 million en Europe, qui, elles, sont connectées à ces grands groupes. 70% sont dans leur chaîne de valeur, mais qui ont beaucoup plus de mal à intégrer les nouvelles technologies. Donc, le secteur machine-outil en France et les intégrateurs, parce que ce secteur est en train d'évoluer grâce à l'IA, devraient être un des cibles principaux. Et comment on y parvient à les mobiliser au niveau européen et sur les nouvelles technologies? Donc, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que ces nouvelles technologies sont en train de changer les règles du jeu. Pour le secteur machine-outil, par exemple, qui est un secteur qui s'est beaucoup développé sur un savoir-faire en ingénierie, que ce soit en France ou en Allemagne. Donc, on est des très bons ingénieurs, on peut résoudre votre problème. Là, on passe à l'IA et aux données. On peut être beaucoup plus bête qu'avant, mais si on est capable d'utiliser l'IA, on peut mettre des solutions sur place qui coûtent beaucoup moins cher. On a besoin de moins de connaissances. Et donc, il y a plus de disruption dans ces secteurs. Il y a plus de robotique modulaire à mettre en place. Ce n'est pas que des machines. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est la question. C'est la question. On a lancé une solution potentielle, c'est par ailleurs pas la seule, mais à niveau européen, qui est l'EIT Manufacturing, donc en janvier, dont le siège est ici à Paris, on va dire à Saclay. À Saclay, oui. Mais quand on fait zoom out au reste d'Européens, on ne peut pas leur dire Saclay, de toute façon. Donc on dit que c'est à Paris. Bon, c'est Paris-Saclay. Voilà. Et donc l'Europe vient de mettre 450 millions sur la table, justement pour aider des nouvelles chaînes de valeur sur cette thématique à se construire, à se développer à niveau européen et exporter. Parce qu'une entreprise française, on va dire un producteur, un fabricant de machines-outils à Besançon, qui vend déjà à quelques grands groupes en France, peut évoluer à travers ces grands groupes. La plupart de petits SS2I, petits intégrateurs qui vendent à toutes ces PME manufacturières, si on n'arrive pas à les connecter et à leur montrer en même temps qu'on leur dit investissez un marché, et ce marché, on ne peut pas le trouver à côté, il faut aller ailleurs, on ne peut pas les amener avec nous, on ne peut pas leur demander de faire des investissements alors qu'ils ne voient pas un marché clair. Pourtant, l'Europe, c'est un gros marché, si on arrive à le consolider. À le consolider et à s'en emparer. Vincent Charlet, vous êtes délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Alors la Fabrique de l'Industrie, présentez-nous. Tiens, la Fabrique de l'Industrie, c'est une boîte à idées spécialisée sur laboratoire d'idées. l'industrie. Donc on réalise et publie des études, on organise des événements aussi, mais enfin voilà, l'essentiel de notre activité, c'est de produire pour des mandants comme le Gimelec et les fédérations professionnelles des études sur le devenir de l'industrie et ce qui fait sa résilience ou sa capacité de rebond. Et donc vous avez travaillé justement sur les problématiques de la relance industrielle. Oui, et de l'investissement, en effet. Et de l'investissement. Et pour vous, il y a surtout un problème de sous-investissement.
D'ailleurs, Vincent Jeannot l'a dit un petit peu, mais... Oui, à la fois un problème de dimensionnement et de répartition, ou au contraire de concentration. C'est-à-dire que donc, on va sortir le 2e tome de notre série d'études sur l'investissement en décembre prochain, où on y révèle malheureusement que l'investissement dans les biens d'équipement, dans les actifs tangibles, comme on dit, est aussi... j'allais dire médiocre, en tout cas aussi relatif que les statistiques internationales le disent, mais qu'en parallèle, l'investissement dans les logiciels R&D, la propriété intellectuelle, donc tous ces actifs intangibles, n'est pas aussi élevé que les statistiques internationales le disent. Donc on a un comportement réel des entreprises qui est un tout petit peu en deçà de ce qu'on aimerait. Et surtout, il est extrêmement concentré. Il est concentré sectoriellement et parmi une minorité de très grandes entreprises. Mais lorsqu'on fouille un peu ce sujet sur les données d'entreprise, on s'aperçoit que la moitié des entreprises industrielles en France ont un capital d'actifs immatériels égal à 0, c'est-à-dire n'ont rien investi dans les actifs immatériels en 10 ans. Donc les statistiques macro produisent un résultat, un portrait de l'industrie française qui est quasi rassurant. Quand on fouille les données micro, voilà, il y a encore un effort. Ceci me paraît cohérent avec le diagnostic sur ce qui s'est passé dans les années passées. Je pense que s'il fallait résumer l'histoire récente de l'industrie française en une phrase, il y a eu une extinction de ce poumon ou de ce ventre, je ne sais pas comment l'appeler, que sont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, dont on sait qu'elles sont nombreuses en Allemagne, et qui ont cette caractéristique d'avoir l'implantation locale comparable aux PME, qui sont plutôt nombreuses et florissantes en France, mais une capacité de rayonnement à l'export, et donc notamment de contribution à la balance commerciale, qui s'apparente à celle des grands groupes. Et c'est ce double talent, c'est cette double fonction qui nous fait défaut aujourd'hui en France, sachant que les grandes entreprises, qui sont effectivement très puissantes, très présentes, et dont d'ailleurs la présence s'est encore renforcée dans les 10 dernières années, ces grandes entreprises ramènent plutôt au territoire des retours d'investissement direct à l'étranger plutôt qu'une contribution directe à la balance commerciale. Oui, elles ont plutôt tendance à délocaliser qu'à relocaliser. Non, c'est pas qu'elles délocalisent. La délocalisation, c'est vraiment un phénomène très très marginal, même s'il nous inquiète tous. C'est qu'elles s'implantent à proximité de leur marché. Donc elles s'étendent et elles vont au contact de leur marché. Bien sûr. Juste ça, ouais. Ok. Et comment on parvient justement à reconstruire ce tissu d'ETI ? C'est une activité de long terme et de longue haleine. Il y a tout un ensemble de diagnostics qui ont été portés sur la compétitivité, j'y reviens pas, donc il faut pouvoir améliorer à la fois le prix et le hors-prix, mais aux côtés des questions de compétitivité pure, c'est-à-dire de rapport de force ou de puissance de marché de ces entreprises par rapport à leurs concurrents étrangers, donc montée en gamme, baisse des coûts de production, je ne fais pas tout l'inventaire des mesures qu'on connaît bien. Il y a aussi une question de sociologie ou de démographie pure, c'est-à-dire comment on fait pour que lorsque l'heure du départ à la retraite s'approche pour un propriétaire d'entreprise ou une propriétaire d'entreprise, il ait d'autres solutions pratiques que de mettre la clé sous la porte. Alors vous accompagnez justement ces passages. Comment ça se passe ? Quel bilan vous tirez aujourd'hui du tissu industriel français et de son renouveau ? Le bilan qu'on peut en tirer, effectivement, on accompagne beaucoup d'entreprises dans leur transformation. On essaye de les aider à franchir un certain nombre de caps. En particulier, si on prend l'exemple de la transmission d'entreprise, typiquement, on constate que les dirigeants n'ont pas forcément l'envie de faire monter ou de structurer à l'intérieur de leurs équipes des équipes qui soient capables de reprendre derrière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que une transmission, ça se prépare 10 ans à l'avance et non pas 1 an à l'avance ou 6 mois à l'avance. Et c'est un lourd travail de conception pour reprojeter en fait ce que peut redevenir l'entreprise une fois la cession faite. Donc c'est 10 ans de travail pour un dirigeant, grosso modo, et donc certains se décident malheureusement trop souvent bien trop tard. Est-ce que l'image de l'industrie aujourd'hui justement ne bloque pas, qui n'est pas très bonne? Il y a eu des efforts pour la changer avec l'usine extraordinaire, par exemple. Est-ce son image est
bloquantes pour le redynamisme de l'industrie française, notamment dans les ETI, que des nouvelles compétences apparaissent. Je ne sais pas, Vincent Jonot, peut-être vous voulez commencer, et après Vincent Charlet. On va rester avec le Vincent. C'est clair que l'industrie, ça n'a jamais été sexy, hein. Hélas. En revanche, on parlait de balance du commerce extérieur. Clairement, l'industrie a deux leviers formidables. Le premier, c'est l'emploi dans les zones plutôt désertiques. Donc, ça a un effet quand même ultra positif en termes d'emploi sur des secteurs souvent à taux de chômage très élevé. Anti-gilet jaune, j'allais dire. Oui, je ne le dirais pas comme ça, mais c'est effectivement quelque chose qui peut contribuer à éviter ce genre de soucis. Et puis l'industrie intervient fortement dans la balance du commerce extérieur. Effectivement, sur l'étude qu'on a lancée et qu'on a publiée avec Accenture et l'AIF, on a travaillé sur la balance du commerce extérieur. On a regardé quels étaient les éléments de la balance du commerce extérieur qui créaient du déséquilibre et qu'on pouvait récupérer en France en termes de production pour essayer de retrouver un équilibre. Et ça a été effectivement assez intéressant. Il y a des résultats très surprenants, oui. Alors, sur les compétences. Non, pardon, je voulais répondre à votre question sur est-ce qu'il y a un problème d'image de l'industrie, d'attractivité de l'industrie. Oui, forcément un peu. Mais moi, je voudrais dire qu'on ne peut pas s'arrêter à ça. D'abord parce qu'il y a des milliers de métiers qui font le même diagnostic ou qui ont le même postulat. Les agriculteurs disent que les gens ne veulent pas faire leur boulot, les profs pareil, les bouchers tout autant. Et donc, dans le bâtiment aussi. Je ne connais pas une personne qui dise je fais un métier formidable. D'ailleurs, tout le monde le pense et tout le monde se presse à mes portes pour le faire. Donc ça, c'est le premier point. Il y a quand même des conditions objectives qui font que c'est compliqué de recruter. Oui, l'industrie est située dans des zones peu denses. Et lorsque vous n'avez pas de moyens de locomotion et que vous devez arbitrer entre un employeur qui est au prochain arrêt de bus et un autre qui est à 20 bornes de là, ça joue, mine de rien. Donc il y a aussi un effort de la part de l'ensemble des gens concernés par le sujet, les industriels et puis les politiques territoriaux notamment, pour essayer de trouver des solutions concrètes à ce problème de recrutement qui est effectivement majeur. Là, pour le coup, je ne croise que des gens qui disent j'ai énormément de mal à recruter en ce moment, mais ce n'est pas simplement une affaire d'image, parce que sinon on reste bloqué sur cette idée que on ne nous aime pas, donc on va dépenser des sous dans la pub pour faire en sorte qu'on nous aime bien, et ça ne marchera pas. Ça ne suffira pas en tout cas. Et alors, d'accord, ce n'est pas un problème d'image, c'est un problème de... Point d'interrogation. Donc je l'ai dit, de connectivité des territoires, ça joue énormément. Plus effectivement un problème de fonctionnement du système de formation. C'est évident que dans le cursus standard d'un écolier, puis collégien, puis lycéen, on lui parle pas souvent ni d'industrie ni de formation industrielle, et donc il suit comme tout le monde la plus grande pente, voilà, c'est comme un cours d'eau qui choisit le chemin le plus facile. Donc il va là où les gens sont présents, les formations sont présentes, les effectifs les plus nombreux. Ok. Est-ce que vous avez des questions à nos intervenants? Monsieur, merci de vous présenter. Je vous donne un micro. Bonjour, Yann Jobert, Alphi Technologies. Alors d'abord, il y a 18 filières et la 19e sera celle des machines-outils. Moi, je voudrais faire rebondir sur vos interventions, messieurs. Pour moi, on n'a pas parlé de la French Fab. La French Fab, c'est un mouvement qui a pour vocation justement de relancer l'industrie, l'image et de réconcilier les jeunes avec l'industrie. Mais c'est aussi un sujet autour du patriotisme économique par un changement de culture. Et moi, je suis très surpris de constater qu'en Allemagne, le niveau d'investissement des entreprises et des industries est quand même plus élevé qu'en France, où en France, on pense que faire la compétitivité, c'est réduire les capex et réduire la maintenance. Je caricature, mais j'ai beaucoup d'exemples en tête. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, vous l'avez dit, c'est bien de relocaliser des entreprises et des industries en France. Et puis après, c'est bien aussi que les fabricants de machines et tout l'écosystème suit. Et c'est pour ça que je parle aussi de patriotisme économique. Moi, quand je travaille, donc nous, on est fabricants de lignes de production, donc de machines-outils, d'où une vision peut-être un peu partiale, mais je pense qu'elle sera étayée par ailleurs. En Allemagne, j'ai plus de facilité à travailler avec des industriels qu'en France, où en France, je travaille plutôt avec des acheteurs, dans une vision qui n'est pas du tout une vision technique, ingénierie, enfin beaucoup moins.
faut mettre des gants, qu'en Allemagne. Et globalement, avec une chaîne de valeur qui est meilleure, avec des marges qui sont mieux redistribuées entre le client et le fournisseur en Allemagne qu'en France. Et donc, pour relancer l'industrie française, je pense qu'il faut également changer de culture sur ces sujets-là et redonner de la valeur à la chaîne globale de l'industrie. Monsieur Rogowski, vous voulez rebondir là-dessus? Parce que ça fait partie de vos réflexions. Oui, je crois qu'effectivement, relocaliser d'abord, il y a l'empilement des marges, la distribution des marges est très différente entre la France et l'Allemagne, par exemple, pour reprendre l'exemple de Yann Jobert. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on est assez peu solidaire en France. Je crois que tout le monde le sait, mais on le sent tout particulièrement dans l'industrie. Et il y a peu d'industriels français qui acceptent d'aller faire une conquête à l'international en meute, comme on dit. Ça, c'est une première chose. Et puis, d'autre part, relocaliser, c'est un sport, c'est un vrai savoir-faire. Je me demande même d'ailleurs pourquoi il n'y a pas dans les écoles d'ingénieurs des masters spécialisés dans la relocalisation, parce que c'est tout un art qui consiste à regarder les coûts complets. Vous savez dans le coût de production, il y a le coût de la matière première qu'on utilise, il y a le temps main-d'œuvre qu'on utilise aussi, qu'on absorbe dans la production, mais il y a également une boucle logistique, des taux de rebut, des sujets qualité, une durabilité du produit. Et quand on fait ces calculs-là, on n'a pas forcément toujours intérêt à les sourcer dans des pays qui sont éloignés des nôtres. Donc il y a un vrai besoin de travail sur la relocalisation, parce que ça a tout à fait un sens, et on fait beaucoup de French bashing à ce sujet-là, et on devrait être capable, en tout cas, de faire beaucoup mieux sur ce sujet. Alors, Gregorio Ameyugo, si j'ai bien dit là ce que ça fait. Parfait. Merci. Donc un mot sur la relocalisation. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le patriotisme. Et le achetons français. Oui. Bon, là, on ne va pas se mettre complètement d'accord. Je me sens aussi français qu'espagnol, donc j'ai déjà fait un petit chemin. Je regarde maintenant pour la nationalité, en fait, pour avoir les deux. Mais pour moi, le patriotisme, s'il n'y a pas une certaine unité européenne, c'est très bien. On pourra rester sur notre patriotisme pendant qu'on disparaît et qu'on devient tout simplement inexistant à échelle globale. Ceci dit, si on n'est même pas unis en France, on ne peut pas prétendre être encore plus unis au-delà. Sur la relocalisation, juste un point, c'est intéressant. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de relocaliser ce qui a été délocalisé, tel quel. Donc, on a vu ce qui s'est passé avec l'agriculture, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais du dernier siècle. On ne peut pas prétendre que le manufacturing va employer de plus en plus de personnes directement. Ça ne sera pas le cas. Et ce n'est pas grave. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça porte de la valeur à l'économie et que ça mène à la création de nouvelles industries et de nouveaux emplois. Et dans le manufacturing, et ça peut être attirant pour les jeunes aussi, c'est les nouveaux types d'emplois et les nouveaux types d'entreprises qu'il faut relocaliser. Donc, changer de mode de production, ne plus faire comme on faisait avant, donc une production en masse qui soit très facilement délocalisée là où les coûts des main-d'œuvre sont faibles, mais quelque chose de plus forte valeur ajoutée, plus customisé, ça a besoin de beaucoup plus de technologie. Là, on peut construire des nouvelles usines et les nouveaux jobs ici. Ok. Je suppose que la musique veut dire qu'on a terminé la table ronde, ce qui est exact, mais je donne 30 secondes la parole à Vincent Jonot sur la consommation française. Consommer français. J'aime beaucoup ce qui s'est dit. À un moment donné, il faut aussi privilégier nos fabricants de machines français. Et malheureusement, on ne les a pas beaucoup aidés ces dernières années. Et je pense que c'est le moment, de les aider. Deux, on voyait l'IoT, le cloud, le edge, l'IA. C'est des choses simples à mettre en œuvre. Chez nos 30 000 industriels sites de production qui ont des machines de 17 ans d'âge, on peut mettre des plateformes edge pour pas cher, leur permettre de faire un dashboarding simple, puis aller vers l'IA simplement. Et à partir de là, utiliser un peu mieux leurs machines, pouvoir à nouveau investir dans des machines neuves. Et là, effectivement, il faut qu'on invente un mécanisme compatible avec les règles européennes qui permettra effectivement à ces industriels d'abord de trouver une offre française de machines en 3 et 4.0 et surtout effectivement de faire en sorte que ces industriels puissent investir aussi dans des machines françaises.
Merci à tous et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à tous les 5. On peut les applaudir.